Bonjour. Avant de commencer ma présentation, je voulais remercier l'UNAFAM et les organisateurs. Je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On a intitulé avec Clélia notre petite présentation « Dialogue ». Dialogue autour de la prescription. On l'a longtemps vu aujourd'hui, le dialogue entre le psychiatre et le patient, et éventuellement les aidants du patient. Et parfois, dans ce dialogue-là, il y a une petite place pour le neurologue, et c'est à ce titre que je viens parler aujourd'hui. Alors vous dites, oui, neurologie, psychiatrie, c'est vrai que tout ça, ça se passe un petit peu dans le cerveau. Plus particulièrement, les mouvements anormaux et le comportement sont très intriqués. C'est impossible de séparer les deux parce que c'est des structures cérébrales communes qui vont gérer le comportement et aussi la motricité. Par exemple, moi, en tant que neurologue, j'ai beaucoup suivi des sujets avec des maladies de Parkinson. Et quand je les traitais, je pouvais déclencher des effets indésirables très sévères au niveau du comportement. J'ai mis cette photo qui est issue d'un article scientifique, c'est sorti du New England Journal of Medicine, qui est un très bon journal, parce qu'elle illustre exactement ce propos. Donc la femme que vous voyez souffre d'une maladie de Parkinson idiopathique. Elle est traitée avec des médicaments, mais aussi par une stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire qu'elle a comme un petit pacemaker qu'on a mis dans le noyau sous-thalamique et qui lui permet d'être mieux sur le plan moteur. Et en fait, quand on met en place cette stimulation, au début, on va tester tous les plots, toutes les intensités pour bien faire la cartographie de l'efficacité des effets indésirables. Et là, ce qu'on voit, c'est un effet indésirable comportemental qui est assez net. Donc en A, la patiente a juste le traitement et la stimulation n'est pas mise en place. En B, vous voyez, on est à 30 secondes de la mise en place de la stimulation et on voit que le visage change. Il y a une préoccupation qui est intense et on commence à voir de la souffrance apparaître. En C, on est à 4 minutes de la stimulation. Et la patiente vraiment est désespérée. Elle l'exprime verbalement et puis je crois que la photo parle d'elle-même. On arrête la stimulation et vous voyez que 3-4 minutes après, elle retrouve son état antérieur. Vous imaginez bien qu'en tant que neurologue, quand on observe ça, même si on a été hyper efficace sur la maladie de Parkinson, on ne va pas laisser les gens dans cet état-là. On va prendre en charge le comportement. Eh bien, l'inverse est vrai. Quand on prescrit un traitement neuroleptique, qui parfois donne des effets indésirables moteurs, il faut prendre ces effets indésirables en compte. On est face à des maladies qu'on ne sait pas guérir au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui compte ? Eh bien, certainement le bien-être des patients. Et le bien-être passe par l'efficacité des traitements, mais aussi la gestion des effets indésirables. Alors, là, je vais avoir besoin de la régie. On parle de mouvements anormaux, donc déjà, il faut les repérer. Voici un des mouvements anormaux qu'on repère facilement sous neuroleptique. C'est un tremblement de repos. Ce tremblement-là, il n'est pas gênant, les gens ne s'en soucient pas généralement. Pourtant, il est important parce que souvent, il s'accompagne d'un grand ralentissement. En fait, il signe un syndrome parkinsonien qui peut être soit une maladie de Parkinson, mais en général, quand on prend des neuroleptiques, c'est lié au traitement. Il y a un autre type de tremblement qui, pour le coup, n'est jamais grave, mais qui peut être très gênant, donc on peut lancer la vidéo, c'est le tremblement d'action, et qui peut souvent être lié à la prise de neuroleptiques. Alors, comment on va évaluer la sévérité de ce tremblement ? Nous, en tant que praticiens, il y a une manœuvre très simple qui s'appelle la manœuvre des verres d'eau. Donc, j'ai une collègue qui s'est prêtée à cette manœuvre. En régie, on peut lancer la vidéo. Voilà, donc ça, c'est la manœuvre chez un sujet non trembleur. Vous voyez, rien ne se passe. Et on va pouvoir lancer la vidéo numéro 3. Et voilà, là, ça tremble. Donc, c'est une manœuvre qui est très simple, qui prend 2 minutes à faire au cabinet et qui nous permet de nous rendre compte de la sévérité du tremblement. On a quelque chose d'objectif. Donc, on imagine bien que dans la vie quotidienne, ça peut gêner et c'est vraiment important de le prendre en compte. Un autre type de mouvement, maintenant, on va pouvoir lancer la vidéo. Celui-là, il nous montre que c'est important d'écouter les patients, parce que cette jeune fille se plaignait, mais pas dans toutes les conditions. C'est-à-dire qu'en général, elle n'était pas gênée, sauf pour prendre des notes, mais quand on est à la faculté, c'est embêtant. Donc on a essayé de se mettre dans la condition qui entraînait le mouvement anormal. Ah mince, du coup, c'est pas grave. Donc regardez bien le bras gauche. Ce sont des myoclonies. D'accord ? Donc quand on a ça, il faut faire un électroencéphalogramme. Là, en l'occurrence, on a adapté le traitement et les mouvements ont disparu. Mais c'est vrai que c'était très gênant. Et si on n'avait pas pris le temps de l'écouter et de regarder exactement la condition qui était la condition d'écriture qui générait le tremblement, qui générait les myoclonies, on passait complètement à côté. Là. Tac. Et puis, on va pouvoir lancer la vidéo d'après.
Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une dame qui va tout à fait bien sur le plan psychique, mais qui marche à petits pas, qui n'a plus le ballon des deux bras. On peut la remettre exactement la même une deuxième fois pour bien la voir. Elle a un syndrome parkinsonien induit par les traitements. Et si elle est tout à fait rétablie sur le plan psychique, dans son quotidien, elle est gênée. Elle ne peut pas faire des grandes randonnées avec ses petits-enfants. Dans la vie de tous les jours, eh ben, ça se voit qu'elle prend des médicaments parce que ce ralentissement, il saute aux yeux de tous. Voilà. On ne va pas mettre la dernière vidéo. Mais par contre, on va mettre celle-ci, qui est donc la dernière, ça doit être la 7. Donc le dernier mouvement anormal, voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est pas une maladie rare, d'accord ? C'est pas la psychose qui donne ça, c'est iatrogène. Ça s'appelle une dystonie. Il y a une contracture anormale des adducteurs, qui sont les muscles qui vont tirer la cuisse vers l'intérieur, ce qui donne cette démarche. C'est pas une fatalité. En adaptant le traitement, on peut le faire disparaître, d'accord ? Alors pourquoi je vous parle de ces mouvements anormaux ? Parce que on le voit avec cette jeune fille, hein, ça peut favoriser les chutes. Si ces contractures se mettent dans la sphère oropharyngée, on peut avoir des pneumopathies de déglutition qui apparaissent. La psychose ne donne pas de pneumopathie de déglutition. Les médicaments, oui, parfois. C'est stigmatisant socialement. On l'a vu avec la dame qui a le syndrome parkinsonien, on l'a vu avec cette jeune fille. Dans certains cas, les neuroleptiques peuvent majorer l'apathie, hein, donc la difficulté à prendre des décisions et à initier des choses, mais en sachant que le principal pourvoyeur, c'est les signes négatifs de la maladie, bien sûr. Parfois, on peut aggraver de manière très paradoxale les troubles du comportement quand on met plusieurs couches de médicaments. Et puis, là je prêche un peu pour ma chapelle de neurologue, mais chez des sujets qui développent de manière très précoce des effets indésirables importants des neuroleptiques, je pense que ça vaut la peine de prendre l'avis d'un neurologue, parce que parfois il peut y avoir des maladies derrière, une maladie de Wilson, une maladie de Niemann-Pick, et il ne faut pas les méconnaître. Voilà, donc quand il y a un mouvement anormal au neuroleptique, en général, quand on peut, on arrête, mais malheureusement on peut rarement le faire. Si on peut, on diminue. Si on ne peut pas, on essaie de changer de neuroleptique. Dans certains cas, on peut avoir des médicaments qui permettent de baisser les mouvements anormaux, notamment les dyskinésies ou les dystonies, comme vous avez vu chez la jeune fille. Certains ont des effets indésirables sévères, comme la tétrabénazine, qui peut favoriser les dépressions. Dans le cas des dystonies et des dyskinésies, parfois on peut poser un stimulateur cérébral profond, d'accord, mais ça ne guérit pas. C'est-à-dire que chez un sujet donné, il va y avoir 60% de moins de mouvement anormal. Mais ce n'est pas 6 sujets sur 10 qui ne vont plus avoir de mouvement. C'est chez une même personne, on diminue d'un peu plus de la moitié les mouvements anormaux. Et puis il y a la clozapine qui nous aide énormément. Nous, en neuro, parfois on l'utilise comme anti-mouvement anormal. Chez un parkinsonien qui tremble, ça nous arrive, on est complètement AMM, mais à mettre des petites doses de clozapine pour diminuer le tremblement. L'avantage en psychiatrie, c'est que c'est un neuroleptique qui est quand même très efficace et relativement bien toléré. Enfin, les anticholinergiques, hein, donc tout ce qui est les petits cures Artane, sont indiqués en aigu et ne devraient pas être prescrits au long cours. Hein, et vous avez vu la jeune fille avec la dystonie, les anticholinergiques peuvent majorer ces anomalies-là. Voilà. Donc en conclusion, je pense qu'il faut vraiment apprendre à repérer les mouvements anormaux. C'est juste regarder le patient. La conduite à tenir, elle commence par ne pas banaliser le mouvement. Il ne fait pas partie de la maladie. Hein. Et après, c'est des règles de prescription simples. Hein. Éviter les polythérapies. Quand on peut baisser les posologies, en tout cas, se réinterroger régulièrement sur l'ordonnance. Ça, je pense que c'est vraiment une clé. Et puis, quand on ne s'en sort pas, la clozapine peut nous aider. Et je vous montre juste 2 petites images avant que Clélia parle. Donc, toutes les vidéos que vous avez vues, hein, les patients étaient d'accord pour être filmés, sont impliqués et avaient envie qu'on partage ça. C'est pareil pour ces 2 personnes qui, vous voyez, ont ce qu'on appelle une dystonie généralisée. Donc c'est comme la jeune fille qu'on a vu marcher, mais ça ne touche pas que les jambes. Donc il y a une dystonie cervicale. Le jeune homme, il a une dystonie oromandibulaire. Donc il a la bouche un peu tout le temps ouverte. Il a des fausses routes. Ça le gêne pour l'alimenter. Sur la photo, il a des escarres. On a réadapté le traitement. Maintenant, ils sont tous les 2 sous clozapine en monothérapie et ils vont mieux. Et je vais laisser Clélia parler. Alors, est-ce que le micro, parce que je suis pas très grande, donc même avec les chaussures, c'est bon, les 2 ? Ouais. Ah oui, celui-là marche mieux, effectivement. Alors, hop. Ah non, ça repart en arrière. Donc, je remercie moi aussi les organisateurs de m'avoir proposé de participer, de parler aujourd'hui, l'UNAFAM,
et puis toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc, je vais poursuivre sur le traitement par clozapine. Toujours, donc, dialogue autour de la décision et du suivi thérapeutique personnalisé dans notre thématique. Une bonne alliance thérapeutique passe par une décision thérapeutique partagée. Et cette décision thérapeutique partagée ne peut se faire, à mon sens, que si on a toutes les informations. Et donc, il me semblait important de vous communiquer aussi aujourd'hui quelques informations qu'on a sur la clozapine. Alors, on a beaucoup parlé de rétablissement ce matin, et pour avancer sur le chemin du rétablissement, la base, c'est quand même d'être en rémission clinique, d'avoir un traitement pharmacologique le plus adéquat possible, qui permette de passer aux autres soins de réhabilitation psychosociale. Donc, nous, en réhabilitation psychosociale, on avait regardé, enfin ça c'est chez professeur Nicolas Franck, une étude qui avait été menée par une doctorante en pharmacie, sous la direction du professeur Franck, qui avait regardé combien, parmi les personnes qui se présentaient pour un suivi en réhabilitation psychosociale, pour poursuivre des soins de réhabilitation psychosociale dans le centre référent à Lyon, combien de dossiers pour combien de dossiers il fallait préconiser des conseils thérapeutiques et combien n'étaient pas encore en rémission clinique. Et bien on s'est rendu compte quand même que sur 601 dossiers, 8,3% des personnes qui se présentent pour suivre des soins de réhabilitation psychosociale ne bénéficiaient pas d'un traitement pharmacologique optimal. Donc, parmi ces personnes, donc ça fait passer une étude qu'on a fait sur la cohorte Réabase. La cohorte Réabase, c'est celle dont parlait ce matin Nicolas Franck, une cohorte qui rassemble tous les centres, rassemblement de données de tous les centres référents de réhabilitation psychosociale en France. Et donc on a regardé parmi les traitements pharmacologiques proposés aux personnes qui souffrent de schizophrénie, qui se présentent en réhabilitation psychosociale. On avait 675 patients identifiés dans la cohorte, on en avait seulement 70 qui étaient traités par clozapine. Alors c'est peu. Je vais vous dire pourquoi c'est peu, mais ça pourrait être largement plus, sachant tous les bénéfices qu'on peut avoir avec la clozapine. Alors ça, c'est un article moins scientifique, mais j'ai été à la fois un peu surprise et à la fois très contente de le trouver sur Slide cet été. C'était le titre est vendeur. Hein. Il existe un médicament miracle pour la schizophrénie. Bon, c'est évidemment exagéré, mais c'est quand même intéressant de voir que la presse s'était emparée du sujet et que il prenait l'exemple des États-Unis, mais voilà, ils disent que ce traitement est proposé aux personnes qui souffrent de symptômes résistants dans la schizophrénie. Il y a 30% de personnes aux États-Unis qui souffrent de schizophrénie qui ont des symptômes résistants. Et ce traitement n'est proposé que dans 4% des cas. Ce n'est pas donc que dans la presse grand public qu'on a ces données. On a aussi des articles scientifiques qui montrent qu'en moyenne, avant un premier essai de traitement par clozapine, on a 5 ans de résistance, 5 traitements antipsychotiques essayés. Alors que dans les recommandations, je vais vous le dire juste après, on doit pouvoir proposer un traitement par clozapine après un essai de 2 antipsychotiques à posologie suffisante. Donc c'est très en retard. 4 à 5 ans de délai entre le moment où les critères de prescription de la clozapine sont remplis et la première prescription. Un patient résistant sur 4 bénéficie d'un essai de traitement par clozapine. Donc on est vraiment en dessous de ce qui pourrait être proposé aux personnes souffrant de schizophrénie. La France, en plus de ça, est un des plus mauvais prescripteurs de clozapine. Alors c'est cette étude de Bachmann en 2007 qui avait regardé la prévalence de la prescription de clozapine dans plusieurs pays, sur l'année 2014, dans plusieurs pays. Le meilleur, c'était la Finlande, qui avait 189 pour 100 000 personnes qui étaient traitées par clozapine. Le plus mauvais, c'était le Japon. Et la France, vous voyez, était parmi les plus mauvais, avec 1,6 pour 100 000 personnes traitées par clozapine. Alors comment ça se fait? Pourquoi? Alors j'ai oublié une chose, à l'intérieur même de la France, déjà en France on n'est pas bon, et à l'intérieur même de la France, on l'évoquait déjà aussi ce matin, il y a des disparités importantes, une hétérogénéité avec des régions où c'est très peu prescrit, d'autres où c'est beaucoup plus prescrit. On pouvait aller de 0 à 4,9 pour 1000 selon les régions. Et pourtant, la clozapine est un des traitements les plus efficaces pour traiter les symptômes, notamment positifs de désorganisation, des personnes qui souffrent de schizophrénie. Alors là, c'est une méta-analyse que vous avez avec... alors une méta-analyse, c'est quand on reprend toutes les études qui portent sur un sujet, qu'on remet toutes les statistiques ensemble, toutes les données, et qu'on refait des statistiques dessus. Donc là, voilà, on comparait tous les traitements antipsychotiques. Cette méta-analyse est très connue dans le monde de la psychiatrie. C'est la méta-analyse de Lucht en 2013, parue dans le Lancet, une très grosse revue. Et donc, on a regardé l'efficacité de tous les traitements antipsychotiques, et vous voyez, plus ça vient vers moi, plus le traitement est efficace. Et largement en tête, on voit que le traitement par clozapine, qui est aussi l'Eponex en nom commercial, est nettement supérieur aux autres traitements en termes d'efficacité.
Alors pourquoi est-ce que, si c'est aussi efficace, on le prescrit aussi peu? Alors il y a une histoire sur ce traitement. L'histoire de ce traitement, c'est que c'est une molécule qui avait été synthétisée dans les années 50, 1958 je crois, qui a été prescrite, mais qui a provoqué des effets secondaires importants, indésirables, avec des cas d'agranulocytose mortels, 8 cas dans les années 75, notamment en Finlande. Donc ce traitement avait été retiré du marché. Il n'a plus été prescrit, sauf dans des conditions particulières pour des études. Quelques pays d'Europe continuaient à le prescrire. Et notamment quelques pays en Europe avec l'équipe de Kane, qui avait fait quelques études sur ce traitement qui restait quand même le plus efficace et qui a observé notamment l'efficacité de ce traitement spécifiquement dans la population de personnes résistantes, sachant que il y a des effets secondaires importants, mais peut-être chez les personnes qui résistent, ça vaut quand même le coup d'essayer de faire quelque chose. Donc ils avaient réuni une cohorte de sujets qui souffraient de schizophrénie, qui avaient des symptômes positifs psychotiques qui persistaient, donc il fallait que certains critères soient respectés. Donc vous voyez des scores qui sont précisés sur la diapo. Il fallait respecter une certaine gravité de la maladie. Il fallait déjà avoir eu au moins 3 neuroleptiques différents, d'au moins 2 classes différentes, avec un équivalent de posologie pour qu'on soit sûr que tout le monde était à la même posologie pendant au moins 6 semaines et que ça retentisse depuis au moins 5 ans sur la vie socio-professionnelle. Donc ces personnes-là ont toutes été incluses dans l'étude. Ils ont été traités par Haldol, le traitement très classique de première génération, un neuroleptique classique, donc pendant 6 semaines. Ceux qui répondaient, donc il y avait une amélioration clinique, ils sortaient de l'étude, et on gardait que les résistants. Parmi les résistants, donc 268 personnes, 6 semaines de traitement, soit par clozapine, soit par chlorpromazine, un autre traitement. Et donc on voyait l'amélioration clinique, donc qui était déterminée par les critères encore à des échelles, qui sont notés là. Dans le bras de personnes traitées par clozapine, on avait 30% de personnes qui étaient améliorées, 4% parmi les personnes traitées par chlorpromazine. Donc l'efficacité du traitement par clozapine était nettement supérieure dans cette sous-population par rapport aux personnes traitées par un autre traitement. Donc le traitement a pu être réintroduit, notamment en France en 92, mais dans l'indication spécifique de la résistance au traitement, c'est-à-dire l'absence d'amélioration clinique satisfaisante malgré l'utilisation d'au moins 2 antipsychotiques différents, y compris un agent antipsychotique atypique, prescrit à une posologie adéquate pendant une durée suffisante et avec un suivi très régulier, c'est-à-dire des prises de sang très régulières, donc toutes les semaines pendant 18 semaines et ensuite une fois par mois à vie. Donc d'autres études ont eu lieu, donc on a confirmé cette efficacité nettement supérieure du traitement par clozapine, 30 à 60% des personnes qui résistent à d'autres traitements, meilleurs que les autres antipsychotiques. Et on s'est aussi rendu compte que ce traitement par clozapine avait d'autres effets bénéfiques, à savoir la diminution du risque suicidaire. Alors là aussi, je vous ai mis une méta-analyse qui incluait 6 études qui montraient. Alors là, c'était les risques de personnes suicidées. Donc les personnes qui se sont suicidées, les personnes suicidées, il y en avait 2,9 fois plus chez ceux qui prenaient pas de clozapine par rapport à ceux qui prenaient de la clozapine dans cette méta-analyse, donc qui incluait 6 études. Et la deuxième qui est citée, c'est une étude observationnelle. Donc là, on suit une cohorte de personnes, 2370 personnes traitées. Et là, c'était sur les tentatives de suicide. Et on en avait 1,4 fois plus chez ceux qui étaient traités par un autre traitement que la clozapine par rapport à la clozapine. Mais c'est pas la seule chose. On a encore d'autres effets bénéfiques du traitement par l'Eponex. Donc, une diminution de la mortalité par cause naturelle. C'est-à-dire que les personnes traitées par clozapine ont moins de décès par cause, toutes causes confondues, que les personnes traitées par autres antipsychotiques. C'est toujours l'étude observationnelle de Wimberlin de 2017 avec ces 2370 personnes. Donc en bas, en orange, vous avez ceux qui sont traités par clozapine. En bleu, ceux qui sont traités par un autre traitement que la clozapine. Donc vous voyez que le taux de mortalité est supérieur et au-dessus par rapport à la courbe en orange. Et en plus de ça, en vert, c'est ceux qui ne sont pas traités, qui sont traités par clozapine. Donc le taux de mortalité diminue. Et ensuite, on voit qu'ils arrête la clozapine à partir du point et le taux de mortalité remonte après l'arrêt de la clozapine. Donc là aussi, un autre effet bénéfique, ça c'est une autre diapo aussi de 2009 dans le Lancet pour montrer, vous voyez, c'est surtout la partie du haut avec le taux de mortalité comparé à la perfrénazine qui est au milieu. Tous ceux qui vont vers moi, c'est des taux de mortalité moins importants, de l'autre côté plus importants. Donc la clozapine, c'est celui tout en haut. Vous voyez que le taux de mortalité est nettement inférieur par rapport aux autres traitements antipsychotiques. On a encore d'autres choses. Donc
réduction des conduites addictives. J'ai pas mis toutes les études parce qu'on va pas faire que ça, donc ça a été montré également. Et puis, pour compléter ce que disait Alice tout à l'heure, réduction du risque de dyskinésie tardive et amélioration de dyskinésie s'il y en avait quand on passe au traitement par clozapine. Donc beaucoup d'effets bénéfiques, des effets secondaires également, évidemment. C'est ce qui fait peur. Donc notamment la diminution des globules blancs. Vous savez ce que je disais tout à l'heure, ce pourquoi ça avait été retiré du marché, ce qui fait que ça nécessite une surveillance régulière, des prises de sang fréquentes. Une toxicité cardiaque aussi, donc surveillance de l'ECG régulière, puis les effets secondaires classiques des neuroleptiques. On s'est intéressé dans cette étude à savoir quelles étaient les barrières et les freins du côté des prescripteurs. Pourquoi est-ce qu'ils avaient si peur de prescrire ce traitement? Pourquoi il était aussi peu prescrit dans la population de personnes souffrant de troubles psychotiques résistants? Et ce qui ressortait en premier, donc dans cette revue de la littérature, c'était essentiellement le manque d'expérience de prescription de ce traitement et la peur des effets secondaires. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des initiatives dans d'autres pays, des initiatives avec des équipes spécialisées qui sont uniquement là pour aider à la prescription de ce traitement. Alors, là, il y a 3 exemples, Netherlands, Angleterre et USA. Bon, je vous en ai mis, il y en aura d'autres probablement, mais l'exemple de l'Angleterre est pas mal. C'est une TRIT, c'est une petite équipe qui intervient spécifiquement chez des personnes, qui intervient auprès d'autres équipes qui soignent des personnes qui souffrent de troubles résistants et qui viennent faire un bilan, qui viennent faire évidemment tout le bilan de résistance et qui, ils concluent à la nécessité de prescription de clozapine, vont faire toute la titration puisque ça nécessite de commencer des doses très progressives, vont être là pour surveiller les effets secondaires et savoir réagir en cas d'effets secondaires. On a montré que toutes les études qui explorent l'impact d'un programme ou d'une équipe dédiée à l'aide à la prescription de clozapine a montré une augmentation du taux de prescription. Donc toutes ces petites initiatives ont bien marché. À notre niveau, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans ces petites équipes, ils font aussi beaucoup d'éducation thérapeutique et de brochures d'information. Et on a aussi des centres d'appel pour que les prescripteurs puissent directement joindre des personnes plus expérimentées dans la prescription de ce traitement et être aidés. Et nous, à notre niveau, on propose des outils, des supports, pour l'instant uniquement de travail, notamment ce cahier qu'on a entièrement traduit avec le professeur Hélène Verdoux. On a entièrement traduit en français qui permet d'avoir la liste de tout ce qui peut arriver quand on prescrit de la clozapine. Déjà, tout ce qu'il faut regarder avant, tout ce qu'il faut faire au moment de prescrire et tous les effets secondaires qui peuvent arriver sous forme de cases et de conduite à tenir. Donc, on peut le télécharger directement sur le site du professeur Nicolas Franck, le site du Centre Ressources de Lyon. Donc ça, c'est l'aide pour les prescripteurs. Et ensuite, on a le côté où on a aussi fait des petites brochures d'aide à la décision pour les personnes qui souffrent de troubles psychotiques, parce que c'est les premières concernées. Et quand elles entendent que les prescripteurs ont peur de prescrire ce traitement, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, évidemment, ça peut dissuader un peu de suivre ce traitement. Donc, on a des petites fiches. Bon, c'est pas vraiment de l'éducation thérapeutique au sens des critères de l'ETP, mais c'est des petites brochures qui permettent de discuter avec les personnes. Ok, vous allez certainement être un peu fatigué au début, il y aura des effets secondaires, il y aura la constipation, il y a des choses à surveiller, mais est-ce que en même temps, on a montré que ça marchait, il y a des études. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour discuter et puis voir si on peut prescrire ce traitement avec les personnes qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie de votre attention.